Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 20h. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les étudiants et les agents de la Sogatran sur le front social au cœur de chacun de leurs mouvements de revendication, les allocations et les salaires, l'exigence de leur rencontrer les autorités. Efficace, la lutte contre la vente illicite de faux médicaments. À ce jour, 3 structures sous scellées à l'actif de l'Agence nationale du médicament qui met en œuvre un programme national. Et puis, à l'étranger, la France porte haut sa voix pour condamner sans réserve le soutien du Rwanda au mouvement rebelle M23 contre les autorités légales de la République démocratique du Congo, attendu la réaction de Kigali. Société en ouverture de cette édition d'information, difficile de circuler ce matin au PK12 dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville et pour cause, l'opération de collecte d'ordures ménagères par les services habilités, une opération ayant suscité la colère des usagers qui ce matin regagnaient leurs différents lieux de travail. Sur les lieux était Jessica Andjoa pour le reportage. Il est 7h du matin, nous sommes précisément au PK12 et voilà un embouteillage monstre. Cette situation est causée par le ramassage d'ordures par les éboueurs. On attend, quand ils vont finir, ils vont quitter, même si c'est à midi, on va quitter, il n'y a pas de problème. On supporte. C'est l'Afrique, ça va aller. Là, ça fait presque 30 minutes. Je suis là, j'attendais. J'ai même un souci là, j'ai envie d'arriver vite pour arranger, mais il n'y a pas la route. Là, tu vas de la nuit, la journée, que quand ils vont décider, tu vas faire quoi? Nous sommes en Afrique, chacun fait ce comme il fait. Un phénomène devenu récurrent dans tous les quartiers de Libreville. Les éboueurs n'ont visiblement aucune heure précise pour l'accomplissement de leurs tâches. Ceci pénalise la population qui, à cette heure, se rend dans les différents lieux de travail. Pourquoi c'est à l'heure là qu'on doit ramasser les ordures? La nuit est faite pour ça. Ça fait plus d'une heure et on est là planté. Regardez la queue est sur là, on est à plus de 2 km de voitures garées. Finalement, la mairie doit connaître à quelle heure ramasser les ordures. Ce n'est pas en journée. En plein matin, et puis à 7h ou 8h, les gens sont en train d'aller vaquer à leurs occupations. C'est à ce moment qu'il faut interrompre, qu'il faut couper la route, couper la chaussée pour ramasser les ordures. À un moment donné, on vit où là? Nous sommes dans un état quand même de droit où on a le droit, on n'a pas de droit pour être bloqué comme ça. De 2 heures de temps, nous sommes là bloqués. Et puis il faut avoir, les gens vont au travail. Ce sont des choses qui doivent se faire la nuit, par un moment donné. Si des horaires de ramassage d'ordures sont établis, le respect de celles-ci devrait être suivi afin d'éviter tout désagrément. Front social, sitting ce matin des étudiants de l'université Omar Bongo au siège de l'Agence nationale de bourse du Gabon et BICIG au Lomé. Les étudiants revendiquent le paiement intégral de leur bourse. C'est un reportage signé Maya Meda. Nous avons le droit de revendiquer ce droit-là qui nous appartient en tant qu'étudiants. Voilà un peu l'une de nos préoccupations. Et nous disons que le gouvernement de la République doit prendre des mesures fortes. Lorsqu'on met quelqu'un une responsabilité et qu'elle n'arrive pas à gérer, ou bien il y a beaucoup de négligence, il faudra qu'on prenne des décisions fortes qui vont dans ce sens-là. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase semble venir du fait que plusieurs boursiers qui se sont rendus dans les guichets automatiques de la BICIG n'ont pas perçu leur bourse en intégralité, notamment le gros lot. La bourse est censée être payée par mois. Mais on se rend compte qu'avec l'Agence nationale de bourse, il y a une politique qui s'est mise en place, c'est-à-dire qu'un étudiant peut faire 8 mois à 9 mois sans percevoir sa bourse et au final récupérer tous ces mois-là dans ce qu'on appelle, en grosso modo, chez nous les étudiants, le gros lot. Et on se rend compte que plusieurs étudiants n'ont pas pu percevoir leur gros lot. Et voilà un peu le problème et nous avons voulu avoir des explications allant dans ce sens. Nous n'aimons pas le désordre, nous voulons la paix et nous voulons bien apprendre. Nous voulons juste que nos conditions d'apprentissage puissent s'améliorer. Le mouvement d'humeur des étudiants de l'UOB serait né de plusieurs irrégularités, constatées dans le traitement de l'attribution et le paiement de leurs bourses. Mécontents, ces derniers, une fois de plus, ont décidé d'investir la NBG et la BICIG pour se faire entendre. Les étudiants qui ont constaté tout simplement qu'il y a des montants qui ont été virés qui n'étaient pas les leurs. C'est-à-dire, je prends par exemple mon cas, j'étais censé normalement percevoir, disons, un montant par exemple de 950 000.
alors que dans mon compte, je n'ai trouvé que 98 000 francs. Ça fait depuis le mois d'avril 2022 qu'on ne perçoit pas nos bourses. Donc, on était censé recevoir 9 mois de bourse. Donc, on était à peu près dans les 800 et poussières demi. Mais malheureusement, on s'est retrouvé avec les 83 000. Raison pour laquelle on est venu ici ce matin pour nous acquérir de la situation, en fait. À qui incombe la responsabilité? Bon, depuis que nous sommes là, on nous fait balader. Tantôt, l'NBG dit que la faute incombe à BICIC. Tantôt, BICIC dit que la faute incombe à l'NBG. Nous sommes des étudiants, nous avons des droits. C'est notre argent, nous ne sommes pas des mendiants. Donc, la BICIC nous a envoyé à l'NBG. Et il y a un monsieur qui nous a reçu, je crois, de la commission technique, qui nous a demandé d'établir les listes sur lesquelles on mettra nos noms en fonction de nos préoccupations. Et après la situation, on espère que la situation sera réglée dans les plus brefs délais. Pour avoir des éclaircissements sur les différentes incompréhensions liées à la perception de la bourse des étudiants, l'équipe de TV+ s'est rapprochée de la direction de la BICIG et celle de la NBG qui n'ont pas voulu se prononcer sur la question. Toujours sur le front social, le paiement de 3 mois d'arriérés de salaire, la prime de gratuité, c'est l'objet du mouvement d'humeur des agents de la société gabonaise de transport Sogatra. Ils ont observé un sit-in ce matin au ministère de Budget. Était sur place Chimène. C'est un éternel recommencement pour la société gabonaise de transport Sogatra. Les agents entrent chaque fois en grève pour réclamer le paiement de leur arriéré de salaire. Vent debout, ces derniers sont en piquet de grève depuis ce matin au ministère du Budget. Depuis 2018-2019, nous avons un cumul de 7 mois non payés. Et aujourd'hui, nous allons à 3 mois d'impayés pour l'année 2022. Nous avons les fonds de gratuité qui ne sont pas versés à temps. Nous faisons toujours des cumuls. Hormis les arriérés de salaire, figure en bonne place le non-versement de la subvention de la gratuité du transport scolaire des élèves. Quand le président de la République a pris la décision que nous puissions transporter les Gabonais gratuitement, mais derrière cela, il y a une subvention qui est allouée à la Sogatra. Malheureusement, ça fait peut-être 13 mois qu'on ne nous paye pas la gratuité. Au titre de l'année 2020, 2021 et 2022. Où va cet argent? Le président a donné des instructions fermes pour qu'on paye les arriérés des salaires de la Sogatra. Et ils ont reconnu chez eux quand on allait au cabinet. Ils ont dit effectivement, ils ont reçu la lettre du président de la République. Mais quand le président donne les instructions, les gens n'appliquent pas. Face à cette situation qui n'a que trop duré, le président du syndicat des conducteurs et techniciens de la Sogatra lance un ultimatum. À chaque fois, c'est toujours, soit en septembre, octobre, novembre, qu'il y a ce problème-là. Et là, ils ont fait exprès. Vraiment, ils ont fait exprès. Nous ne partirons pas d'ici si on ne paye pas. Et là, je prends un engagement ferme. Est-ce que le travail qu'on fait, ce n'est pas un travail noble? Transporter les gens chaque jour. Le conducteur a faim, il ne mange pas. Ses enfants ne vont pas à l'école. Et moralement, il est touché. Il peut facilement jeter un véhicule. Et on laisse comme ça là. Ce mouvement d'humeur fait suite au non-respect des démarches entreprises il y a de cela 2 semaines auprès des ministères du Transport et du Budget. Une grève illimitée de la Sogatra, gelant toute activité, plane dans l'air. L'agence gabonaise de faux médicaments a fait une descente musclée dans la capitale sur les sites identifiés comme étant des lieux de vente de faux médicaments. Occasion pour la rédaction de revenir sur les avancées du programme de lutte contre les faux médicaments conduite en République gabonaise. Daniel Bouka nous en dit plus. Après avoir connu de profondes réformes, l'agence gabonaise du médicament s'est récemment déployée dans le Grand Libreville, la capitale, dans le cadre d'une opération répressive à l'endroit des commerçants de médicaments illicites. Engagée depuis bon nombre d'années dans la lutte contre les médicaments contrefaits, jusqu'ici, la structure bénéficie de sa forte collaboration avec les agents de la police judiciaire et de ceux de la douane, conformément à sa mission de régulation du médicament au Gabon. Le mode opératoire reste le même. Après les opérations d'enquête sur le terrain, les opérateurs économiques sont invités dans le cadre du plan stratégique à cesser toute activité illicite avant la phase de répression directe. Les produits identifiés comme dangereux sont de tout ordre. Cela va du tube du dentifrice aux crèmes éclaircissantes, en passant par des médicaments pharmaceutiques à proprement parler. En bonne place, le paracétamol. Au Gabon, après avoir connu une puissante répression du système de vente de faux médicaments, le phénomène tend à reprendre du service.
Le pays possède aujourd'hui un répertoire de produits pharmaceutiques autorisés. La plupart du temps, ce sont des médicaments utilisés en seconde main, périmés ou falsifiés. L'Organisation mondiale de la santé alerte. Un produit médical sur 10 serait falsifié. L'ensemble des pays touchés par la vente de faux médicaments représente une menace majeure pour la santé publique au Gabon comme ailleurs. En effet, ceux-ci sont inefficaces et peuvent aussi entraîner de graves problèmes de santé, voire le décès des personnes qui les utilisent. Après cette première descente de terrain instruite par le ministère de tutelle, l'Agence gabonaise du médicament entend intensifier ses contrôles à travers le pays. Elle souhaite, au travers de ses opérations, sauver la vie de plusieurs consommateurs qui ne se rendent pas toujours compte des dangers que ces produits représentent pour leur santé. Le Gabon, bon élève en matière de corruption, l'ONG Transparency International vient de partager les données de l'année 2021 avec un score de 31 sur 100. Le Gabon est le pays de la zone CEMA qui lutte le plus contre la corruption selon plusieurs players gabonais. C'est un décryptage de Carmen Yégué. Depuis 9 ans, l'ONG allemande Transparency International classe les pays selon leur taux de corruption. Plus le score est proche de 0, plus le pays croule sous la corruption, et inversement. Le taux de corruption du Gabon n'a que très peu évolué depuis la création de l'indice. Il s'élevait à 34 en 2013, a atteint son plus bas niveau en 2020, contexte de pandémie, avant de remonter légèrement à 31 en 2021. En dessous de la moyenne internationale située à 43 sur 100, le Gabon fait partie des 2 tiers des pays qui sont en dessous de 50. Pourtant, le pays a fait des efforts entre la campagne de sensibilisation à la corruption lors des contrôles routiers, l'élargissement des missions de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, qui est devenue la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, et le renforcement des contrôles des entreprises pétrolières. Le Gabon s'inscrit comme le meilleur élève de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, devant le Cameroun et ses 27 points, la Centrafrique avec 24 points, les 2 Congos qui comptabilisent chacun 21 points, le Tchad avec 20 points et la Guinée équatoriale qui ferme le classement avec seulement 17 points. Cérémonie de commémoration hier du 30e anniversaire de la CIMA, conférence interafricaine des marchés d'assurance, occasion pour l'organisation de dresser le bilan et les perspectives de ces activités. Jessica Ondjoa pour le reportage. 1992-2022, exactement 30 ans d'existence de la conférence interafricaine des marchés d'assurance de Libreville. Pour la circonstance, les responsables des 14 pays membres, les maisons d'assurance et les autorités politico-administratives ont massivement répondu présent afin de rendre cet événement inoubliable. C'est un très grand honneur qui me choisit aujourd'hui de prendre la parole en ce jour de commémoration du 30e anniversaire de la conférence interafricaine des marchés d'assurance pour vous présenter le bilan de notre institution. Les règles d'équilibre et d'équité priment. Il en résulte une cohésion de fonctionnement et une stabilité admirée, gage de la pérennité de la CIMA. Sur le plan infrastructurel, tous les organes de la conférence présentent aujourd'hui fière allure. Au cours des 30 années, de ces 30 années d'existence, la conférence a pu doter le secrétariat général, l'Institut international des assurances et la CICARE de sièges imposants, adaptés aux missions de chacune de ces institutions et à l'image de l'ambition des hautes instances de décision. Votre présence ce jour est un signe éloquent de l'importance que vous attachez au succès du modèle d'intégration panafricain pour la promotion du secteur des assurances, la sauvegarde des intérêts des assurés et bénéficiaires, et donc pour une surveillance générale du marché interafricain d'assurance et des États membres. Cette célébration grandeur nature permet aujourd'hui de relater l'histoire de la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Beaucoup a été fait, mais beaucoup reste à faire. En effet, cette magnifique organisation répond à une préoccupation centrale, celle d'améliorer l'image de la conférence, de la rendre plus visible
et de contribuer à démocratiser cette industrie qui œuvre pour améliorer la qualité de ses relations avec le grand public. Après le discours d'ouverture du 30e anniversaire de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la visite des stands a constitué la clôture de cette cérémonie parrainée par le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Créée en 2012 et peu connue du grand public, quels sont les rôles et missions de la conférence interafricaine des marchés d'assurance? Élément de réponse dans ce reportage signé Jessica Ondjoa. Née le 10 juillet 1992 à Yaoundé au Cameroun, la conférence interafricaine des marchés d'assurance en remplacement de la conférence internationale des contrôles d'assurance SICA a donc pour rôle et mission promouvoir le développement de l'industrie en faveur des populations et des économies africaines, de poursuivre la politique de formation des cadres et techniciens en assurance pour les besoins des entreprises et des administrations dans les pays membres, favoriser la constitution sur l'ensemble de leur pays, mettre en place de nouveaux instruments financiers pour mieux rentabiliser les placements de compagnies d'assurance et de réassurance. La SICA s'est également remplacée et consolidée l'étroite coopération dans le domaine des assurances. La CIMA a bénéficié de l'attribution, à titre gracieux, le 24 novembre 2010, par son Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, de l'immeuble sur lequel est érigé, en très bonne place, dans le centre-ville de Libreville, le siège de notre institution et qui fait aujourd'hui notre fierté à tous. Aussi, je me fais le devoir, au nom de l'ensemble de mes pairs, membres du Conseil des ministres en charge des assurances de la CIMA, de saluer l'implication de la République gabonaise dans la mise en place de notre régulation communautaire, exemple unique en Afrique et dans le monde. La conférence interafricaine des marchés d'assurance présente aujourd'hui 14 pays membres, parmi lesquels le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Près d'une cinquantaine de partis de l'opposition, d'acteurs de changement, des leaders de la société civile se sont réunis ce 20 décembre à Libreville, invités par Paulette Missambo, présidente de l'Union nationale. L'objectif de la rencontre était de poursuivre les pourparlers laissés en suspens lors du dernier rassemblement. Elle s'exprime au micro de notre reporter, Chimène. Mutualisant nos capacités de mobilisation et de gestion des différents scrutins. En d'autres termes, nous souhaitons conjuguer nos efforts pour optimiser notre capacité commune à accroître de manière significative la participation des Gabonais à ces différents scrutins, à mieux gérer le processus électoral, à mieux contrôler le déroulement des scrutins en ayant des équipes communes, complémentaires, parce que je sais qu'aucun de nos partis n'est implanté sur l'ensemble du territoire. Et puis, évidemment, notre capacité à élaborer une plateforme commune sur les priorités de notre pays. Et il y en a. Notre proposition est fondée sur la sincérité et la confiance. Chaque formation politique qui demeure d'ailleurs libre est appelée à adhérer à ce pacte de confiance de manière sincère. Nous avons évidemment besoin d'un cadre approprié, organisé, pour pouvoir travailler. Un mot de culture à présent. Promoteur de la culture en général, l'Institut français du Gabon était au cœur de plusieurs activités cette année. Une année riche en couleurs, du cinéma, de la littérature en passant par le théâtre, des artistes, chanteurs et danseurs. Edwige Sozomboui nous dresse le bilan culturel de l'année 2022. C'est un reportage de Modeste Manzagoy. Après 2 ans de privation occasionnée par la Covid-19, 2022 a marqué la reprise des activités culturelles au Gabon. L'Institut français du Gabon, en acteur de promotion de la culture, a joué sa partition auprès des artistes nationaux et internationaux, lesquels ont été heureux de retrouver la scène et le public. L'année 2022, ça a été une année qui a été riche, pleine d'émotions. Tout d'abord, l'émotion de retrouver notre public,
en période post-Covid. Ce qui a été assez marquant, c'est que le public est revenu rapidement et massivement en fait, dans les salles. Dans les tout premiers jours en fait, de réouverture des salles, les salles étaient pleines. Donc ça, c'était pour moi un moment fort. Et puis, avec le retour des publics, on a également le retour des artistes, tant les artistes gabonais qu'internationaux qui sont revenus avec des nouvelles créations. Une année riche en mouvements d'art qui a exposé la diversité culturelle des acteurs du cinéma, du livre, du théâtre, de la musique et de la danse. Parmi les prestations qui ont émerveillé le public de l'Institut français, certains ont été particulièrement séduisantes. Tout d'abord, la tournée du danseur Peter Nkogé, qui est un danseur gabonais avec qui nous avons travaillé pour la première fois à l'Institut français, une tournée dans 5 pays sur le continent africain. C'était une première pour nous à l'Institut français du Gabon. Et puis, juste aussi une mention pour le Festival international de la danse de Libreville, qui est un nouveau festival qui a été porté par Kaïcha Essiane, que l'on a mis en place au mois de juin dernier. On était vraiment en sortie de Covid. Elle a réussi à réunir pendant 5 jours une centaine de danseurs gabonais sur scène, à la fois des danseurs contemporains, des danseurs issus du milieu du hip-hop et des cultures urbaines. Préparées en amont, les activités culturelles de 2023 seront axées sur les nouvelles rencontres des artistes et la mobilité de l'institution. Oui, il y en a. En réalité, la programmation 2023 à l'Institut français, elle est préparée très en amont. Elle est déjà préparée, en tout cas pour les 4-5 premiers mois de l'année 2023. Ce que je peux vous dire en termes de stratégie, au-delà de ce que l'on fait déjà en matière de diffusion, eh bien, on va accentuer autour de 2 maîtres mots qui vont être les rencontres et la mobilité. La délocalisation d'une partie des événements à l'intérieur du pays, notamment dans les villes de Port-Gentil, Franceville et Moanda, à la rencontre d'autres publics, sont des objectifs fixés par l'Institut français du Gabon en 2023. Toujours en culture, cette fois-ci à l'étranger, l'acteur Omar Sy a présenté hier mardi à Dakar au Sénégal le film Tirailleurs, un hommage aux centaines de milliers d'Africains qui se sont battus pour la liberté de la France lors de la Première et Seconde Guerre mondiale. C'est un récit signé Sidel Animal. C'est dans la capitale sénégalaise que la première présentation du film Tirailleurs s'est déroulée. L'acteur principal Omar Sy, français d'origine sénégalaise, a fait le déplacement pour dévoiler ce long métrage qui présente une histoire bien douloureuse qui lie le Sénégal et la France. Le film, qui sort le 6 janvier au Sénégal, raconte l'histoire du jeune Tierno, recruté de force dans un petit village sénégalais par l'armée française en 1917, et de son père qui s'enrôle volontairement pour veiller sur lui à la découverte d'une France plongée dans l'enfer de la Grande Guerre. Créé par Napoléon III en 1857 au Sénégal, le corps d'infanterie des tirailleurs s'est ensuite élargi dans son recrutement à des hommes d'autres régions d'Afrique occidentale et centrale conquises par la France à la fin du XIXe siècle. Les tirailleurs furent plus de 200 000 à se battre lors de la Première Guerre mondiale et 150 000 pour la Seconde. C'est l'une des premières fois que leur histoire est portée à l'écran. Ce film révèle un Omar Sy parlant en poulard, une langue employée par les locuteurs peuls en particulier au Sénégal, en Mauritanie et dans certaines régions au Mali. On raconte quand même l'histoire de ces tirailleurs qui arrivent en France et qui sont arrachés de leur terre, qui arrivent dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils ne connaissent pas la langue. Ils sont vraiment complètement isolés. Puis c'était important aussi de montrer à quel point, même entre eux, en fait, parfois c'était compliqué de communiquer. Et donc comme le poulard est la seule langue africaine que je parle, c'était plus simple. C'est l'envie de raconter surtout que ces personnes ils sont en situation de survie. Voilà, que c'est des êtres humains qui se retrouvent, voilà, qu'il y a aussi à l'intérieur des gens qui viennent de différents pays d'Afrique, plein de personnes qui ne se comprennent pas, qui ne parlent pas la même langue. Les tirailleurs sénégalais et leurs héritiers déplorent un manque de reconnaissance, notamment du fait de retraites inférieures à celles de leurs frères d'armes français ou encore de visas difficiles à obtenir pour leurs descendants. Le mandat de la mission des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo a été prolongé d'une année supplémentaire. Cette décision a été adoptée à l'unanimité au Conseil de sécurité des Nations Unies. Roland Djakou pour le récit. Au siège des Nations Unies à New York, 2 résolutions proposées par la France ont été adoptées. L'une sur le renouvellement d'1 an du mandat de la MONUSCO.
S'adressant aux journalistes à l'extérieur du Conseil avant le vote, l'ambassadrice française auprès de l'ONU est revenue sur certaines conditions qui constituent les points importants de ce prolongement. La mission concentrera son mandat robuste sur 3 missions prioritaires en particulier, la protection des civils, l'appui au désarmement, désintégration des groupes armés et la réforme du secteur de sécurité. La MONUSCO pourra par ailleurs fournir un appui pour les élections générales en décembre 2023. Elle poursuivra ses tâches de surveillance des droits de l'homme, de soutien au système judiciaire et de lutte contre l'impunité. Ce renouvellement de mandat répond à l'appel du gouvernement congolais qui demandait à réévaluer le plan de transition et ses jalons. La deuxième résolution lève l'obligation de notification auparavant exigée par le comité de sanctions du Conseil de sécurité pour toute fourniture d'armes, d'équipements, de formation de conseil et d'assistance militaire au profit de la République démocratique du Congo. La France a entendu la demande des autorités de la RDC d'appuyer le renforcement des capacités et la réforme des forces armées congolaises. Cependant, l'embargo sur les armes continuera de s'appliquer aux groupes armés actifs en RDC. La France continuera d'accompagner la République démocratique du Congo sur le chemin de la paix. Les objectifs sont très clairs: promotion de la stabilité et du dialogue, défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale et des pays des Grands Lacs. Le Conseil de sécurité appelle au soutien des initiatives nationales et régionales visant à restaurer la paix et la stabilité dans l'est de la RDC et dans la sous-région. À ce titre, il autorise la MONUSCO à poursuivre son soutien au processus de Nairobi et de Luanda dans le cadre de son mandat et dans la limite de ses capacités. À l'occasion d'une visite ministérielle à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, la France a à nouveau condamné le Rwanda pour son soutien au mouvement rebelle M23. Le porte-parole du Quai d'Orsay a exhorté Kigali à respecter les accords de Luanda et de Nairobi visant à mettre fin aux hostilités dans le Nord Kivu. Sidel Animal. Pour la première fois ce lundi, la France a condamné le Rwanda pour le soutien de ce groupe armé qui occupe l'est de la République démocratique du Congo et est accusé d'avoir massacré au moins 131 civils fin novembre. Nous condamnons ce soutien, a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Depuis que le M23 a repris les armes en novembre 2021, après plusieurs années d'inactivité, Kinshasa accuse Kigali de soutenir ces rebelles, majoritairement Tutsis. Des experts de l'ONU ont confirmé ce soutien, démenti par Kigali, mais publiquement dénoncé par Washington et Bruxelles, suivi maintenant de Paris. Kesula Zacharopoulou, secrétaire d'État française auprès de la ministre des Affaires étrangères, a déclaré à la presse à Kinshasa que le M23 doit cesser les combats, se désengager et rendre les territoires occupés et que le Rwanda doit cesser son soutien au M23. Elle a ajouté que le rôle d'un ami, ce n'est pas seulement de dénoncer, c'est aussi d'aider à trouver une solution. C'est d'après elle ce que la France fait en parlant à la RDC, en parlant avec la région, en soutenant la médiation de l'Angola et celle du Kenya et en parlant enfin au Rwanda. Les relations entre Paris et Kigali ont longtemps été empoisonnées par les controverses autour de l'attitude de la France face au génocide de 1994 au Rwanda, jusqu'à un apaisement récent et la reconnaissance en 2021 de responsabilité française par le président Emmanuel Macron. En septembre, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, celui-ci avait réuni les présidents congolais et rwandais en froid depuis la résurgence du M23. Un mot de sport à présent. Qui pour succéder au sélectionneur des Lions de la Teranga? C'est la grande question que se posent les observateurs du football sénégalais et africain. Aliou Cissé est sur le point de quitter la tanière pour cause de tensions avec le président de la Fédération sénégalaise de football. Plus de détails dans cet élément d'Yves Landréau, lui. Coup de tonnerre à la Fédération sénégalaise de football. Visiblement, les jours d'Aliou Cissé sont plus que jamais comptés à la tête de la sélection sénégalaise. L'ancien pensionnaire du Paris Saint-Germain ne fait plus l'unanimité chez ses employeurs, qui se dirigent vers une rupture brutale tout aussi surprenante. D'après plusieurs sources concordantes, El Tactico a perdu la confiance du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football. À cet effet, plusieurs voix se sont élevées pour demander la tête de celui qui a permis aux Lions de la Teranga de remporter son premier sacre dans la Coupe d'Afrique des Nations organisée par le Cameroun. On s'attend à ce que l'instance fêtière du football sénégalais prenne une décision définitive dans ce dossier lors des tout prochains jours.
Dans le cas où cette rupture serait confirmée, on s'attend à ce que la Fédération sénégalaise de football fasse un recours à un sélectionneur étranger. Plusieurs pistes d'entraîneurs peuvent être exploitées, dont notamment celle menant à l'école française qui regorge des techniciens confirmés. Il faut rappeler que lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, le technicien sénégalais et ses hommes étaient au rendez-vous et sont restés en quart de finale face à l'Angleterre amenée par Harry Kane, un parcours plutôt élogieux pour l'équipe sénégalaise. El Tactico, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, a effectué l'essentiel de sa carrière en France. Il n'a laissé que de bons souvenirs à la plupart de ses anciens entraîneurs qui louent sa rigueur et se félicitent de son succès. C'est presque étrange, mais jamais depuis la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations en 1957, cette grande nation n'avait remporté le trophée. Voilà qui met un terme à cette édition d'information préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci d'être resté en notre compagnie. Demain, 13h, Leslie Nanaka pour vous informer. Je vous retrouve lorsqu'il sera 20h. Bonne suite de programme sur TV+. Au revoir.